Bonjour à tous, je vous retrouve pour une interview up and down où on parle des hauts et bas d'une carrière d'un joueur de foot professionnel. Passion à métier, travail. C'est plus la cour de récré. Moi, je pense que le foot, c'est un sport d'opinion. Ta vie n'a plus de sens. La première fois où j'ai eu un déclic, je me suis dit, en fait, le foot, c'est un business. C'est un business. Au final, on est des produits. Félicitations, hein. Merci. Meilleur buteur d'MLS devant Messi, devant tous ces joueurs. Parle-en un peu. Non, je pense que c'est une saison, je dirais, honorable. Parce que souvent, en fait, les gens, je pense qu'ils sont contents pour moi, mais les gens, ils parlent plus du fait que je sois devant Messi et Suarez. Donc, ce trophée de meilleur buteur, il est encore plus symbolique parce que je suis accompagné de ces grands joueurs-là. Le fait de terminer meilleur buteur dans le championnat américain, ça pourrait peut-être paraître banal pour certains, ou peut-être ils pourraient le minimiser, mais quand ils voient Benteke au-dessus de Messi, Suarez, il y a un waouh. Ouais. Mais franchement, je suis content de cette saison parce que, comme toi tu sais, hein, moi j'ai beaucoup de disciplines, on met beaucoup de choses hors caméra que les gens ne voient pas. Ouais. Et quand tu aboutis à ce résultat-là, bien sûr, tu es content. Tu as parlé qu'il y a beaucoup de choses que tu fais hors caméra. Qu'est-ce que tu as fait, on va dire, pour arriver à être meilleur buteur d'MLS devant Messi, Suarez? Ça a commencé 2022, août 2022. C'est quand j'ai décidé de quitter l'Angleterre. Je pense que j'ai toujours fait des choix, on va dire, pour ma famille, pour mes amis. Tu fais toujours des choix en fonction de ce qu'ils repensent, ceux qui ressentent, pardon. Ils vont te dire, ah oui, tu dois jouer là, ou tu dois être dans ce club-là, ou tu dois faire ça. Et là, c'était vraiment un choix, je me dis, Dieu merci, pendant 10 ans, j'étais en Angleterre, j'ai vraiment vécu mon rêve. Et là, je me suis dit, dans les derniers challenges, choisis quelque chose que pour toi. Sois maintenant égoïste. Fais quelque chose, ton choix, il doit se baser que sur ta personne à toi, ni sur ta famille, ni sur tes amis, mais vraiment une décision où quand tu vas te réveiller, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, mais que c'est toi qui aurais choisi ça, tu vois. Et en venant aux États-Unis, c'était ça. C'était vraiment un choix personnel. Et après, c'est un processus, tu vois. Tu viens, une nouvelle culture, une autre façon de vivre. Et c'est une autre mentalité, tu vois. Et c'est quoi la différence entre l'MLS et tout ce que tu as connu? Belgique, Angleterre. La particularité d'avoir une liberté. Ok. Pour moi, c'était vraiment un truc que je recherchais parce que j'ai toujours eu la pression. Toute ma carrière, j'ai toujours été, on va dire, sous les feux des projecteurs. C'est-à-dire, en Angleterre, comme tu le sais, tu as joué aussi là-bas, tu n'as pas une vie privée. Alors qu'aux États-Unis, tu vois vraiment la distinction entre ton travail, jouer au foot, et quand tu sors du terrain vert, là, tu as une vie normale. Tu as une vie normale et en fait, tu peux faire les choses de tous les jours. Les choses qui sont devenues pour nous, peut-être waouh, qui sont devenues pour nous hors normes. Quand tu penses à ce choix-là, tu te dis j'aurais peut-être dû le faire plus tôt ou tu l'as fait au bon moment? Non, je l'ai fait au bon moment. Je l'ai fait au bon moment par rapport à mes ambitions, par rapport... c'est aussi un chiffre symbolique, on ne va pas se mentir. 10 ans, c'est beau, tu vois. Ouais. Donc c'était aussi par rapport à ça, le fait de se dire, bon, ça fait 10 ans, tu peux dire que tu as accompli à ton niveau ce que tu devais accomplir. Et que maintenant, il y a une opportunité d'avoir un nouveau challenge. Et vas-y, fonce. Est-ce que tu penses que tu es mis en avant comme tu devrais l'être? Non. Non. Et pourquoi ça? Moi, je pense que le foot, c'est un sport d'opinion. Donc, ça veut dire du moment que tu as une opinion sur un joueur, même si le joueur fait plus que ce dont tu le voyais ou tu l'as mis dans une catégorie bien spécifique, tu vas toujours minimiser ce qu'il fait de bien. Okay. On parle souvent de ça. Il y a des joueurs, on minimise les choses qu'ils font de bien, et il y en a d'autres, on les maximise, même s'ils ne font pas la moitié de ce que nous on fait, tu vois. Et donc, du moment que tu comprends ça, tu as deux choix. Soit tu joues et tu cherches cette reconnaissance des gens pour avoir ces louanges dans le monde du foot, ou bien tu dis, peu importe que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien, je sais plus ou moins ce que je vais recevoir comme compliment et de qui.
Ouais. Et maintenant, il faut savoir mettre cette distinction. Je préfère avoir des compliments de ma famille, Mhm. vraiment des gens proches qui ont été là Ouais. quand j'ai galéré, ou des gens qui ne connaissent pas forcément, mais qui voient, ah ouais, Polo, ou ah, Benteke, ils ont fait ça, ouais, on va commencer à Ouais. suivre. Et qu'est-ce que tu penses que les gens ont comme opinion de toi en fait? Ils ont l'opinion du gars, en fait, qui a cascadé, qui a eu beaucoup de challenges dans sa carrière, Ouais. mais il a toujours eu cette persévérance, cette discipline de jamais baisser les bras. Et je Ok. pense que c'est pour ça qu'il y a même certains qui ont douté de moi, Hmm. qui disent franchement, respect pour Ouais, ce que tu as ouais, fait. ouais, ouais. Respect, t'as pas lâché, t'as pas baissé les bras, parce qu'ils m'ont mis dans cette catégorie que, vas-y, lui, il va pas faire une grande carrière, Ouais, ou il va pas ouais, faire ouais, de ouais, grandes ouais. choses, tu vois. Quels sont les hops que tu vas dire de ta carrière que que tu peux pointer et que tu dis ouais ça c'est Euh, vraiment les hops de ma carrière. Ma signature en Angleterre. Ma Ok. signature en Angleterre, c'est un hop parce que c'était mon rêve. Ok. C'était mon rêve. Toi et moi, on a joué dans la rue, on a Ouais. fait des tournois et on parlait comme aujourd'hui on parle. Peut-être Mhm. c'est dans un environnement qui est différent, Ouais, c'est en ouais, Belgique, ouais, à ouais. Liège, tu vois. Mais on parlait de ça, franchement. Ah ouais, un jour être une star du foot, que ta famille, que tes amis puissent te voir à la télé. Donc le fait d'avoir signé en Angleterre, c'était un hop. Sachant d'où je viens, j'avais plus à gagner qu'à perdre. Tu vois, donc ça, c'était un hop. Et après, tout ce que j'ai pu acquérir durant ma carrière, tu vois, Ouais. c'est des hops parce que, encore une fois, sachant d'où je viens, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de. Tu normalises pas ça. Tu dis pas, ah ouais, mais c'est normal. Non, c'est Ok. pas normal. Ça devient normal, mais quand tu regardes d'un plan de vue global, d'où tu viens et où tu pars, où tu es arrivé, ben c'est quelque chose que tu vois ça comme un hop. Tu parles de d'où tu viens, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens? Moi, en fait, j'aime pas le script de oui, on a souffert, on ne savait pas quoi manger. Non, non, non. Je viens d'une famille modeste. Mes parents, ils ont travaillé comme tous parents pour pouvoir nous donner d'abord une bonne éducation. Mhm. Tu vois, donner une bonne éducation. Je suis le grand frère. J'ai un petit frère et une petite sœur. Mwana Et Liboso, comme on dit chez voilà, nous. En on est, on est, Lingala. on est l'aîné. Et je pense que c'était vraiment le focus de mes parents, moi, c'était ça, l'éducation. Être un enfant respectueux, un enfant bienveillant et travailler et partir à l'école. Et après, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, ben ça, mon père, il m'a laissé un peu ce libre arbitre, ce choix. Mm. Mon père, il n'a jamais voulu que je sois un joueur de foot. Hein. Ah ouais? Mon père, il a Comme la jamais. plupart des parents congolais. Moi, mon et- père, ça va, ça c'était. Mon père, il voulait que je fasse des études. Et encore, c'est un truc un peu aussi culturel. Ouais, De ouais, pouvoir ouais, dire, ah, ouais. regardez, moi, mon fils, Il est il est à docteur. l'université, Ouais, mon ouais. fils, il est docteur, mon fils, il fait ceci, cela. Et moi, c'est un truc que je lui ai fait comprendre. J'ai dit, papa, moi, oublie. Moi, je ne vais pas faire université, je vais pas, parce que c'est pas ça mon truc. Ouais. Moi, quand j'ai mes cousins que tu connais d'ailleurs, Ouais. moi, les week-ends, je partais avec eux, on joue au foot. Et c'est là que c'est parti. C'est là que c'est parti. Je me suis dit, ah ouais, le bonheur que j'avais de jouer avec eux, d'être dans la rue, de se faire mal, de tomber. Et c'était une manière aussi de se forger, d'être un homme, de grandir. Et moi, c'est de là que c'est parti. C'est vraiment avec mes cousins que j'ai décidé de, ouais, non, ça va être mon, ça va être mon Et métier. quand tu as dit à ton père, ouais, papa, le foot, moi, c'est le foot, l'école, etc., comment ça a été la conversation? Comment il l'a pris? Comment ça s'est passé? Moi, il faut comprendre que mon père, c'est un soldat. Ouais, ouais. Mon père, c'était un soldat et donc on a une Un discipline. vrai soldat, les gars, Ouais. hein, c'est pas. Donc c'est un soldat, il a une discipline et il a une rigueur. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu vas à l'encontre de ce que lui te dit de faire, ben, tu es obligé de réussir. Donc moi, du moment que je lui ai dit, écoute pas, moi je ne vais pas aller à l'université, je ne vais pas faire des études supérieures, il m'a dit, je te laisse faire ce que tu veux faire, mais tu ne peux plus faire marche arrière. Ouais, Tu ne peux plus faire marche arrière et tu dois réussir. On s'est serré la main et depuis, j'avais 17 ans, j'avais 17 ans parce que c'est quand je suis parti à Genk, on s'est serré la main et depuis, le reste, tu connais mon histoire ouais. après. Maintenant, on va revenir un peu sur l'histoire de Gang Standard. Mhm. Explique-nous un peu, parce que je pense que les gens ne savent pas trop en fait cette histoire, comment ça s'est passé. Moi, je suis liégeois. Et en tant que liégeois, tu veux jouer dans le club de ton cœur qui est le Standard. Ouais. Donc au début, j'arrive, avant même d'arriver au Standard, je suis arrivé à 14 ans. Ouais. Avant d'arriver au Standard, je fais des tournois. Je fais des tests. Schlivo aussi, je pense. Schlivo, le tournoi de Benoît Tans. Je fais des tests, MVV, Genk, Standard. Et en fait, moi, j'ai pas été
j'ai pas commencé jeune dans un club, dans un centre de formation, dans une académie bien précise. Moi, j'ai commencé, comme je te dis, dans la rue avec mes cousins. On a joué, Et c'est mes cousins, c'est mes entraîneurs qui disent franchement, Christian, on voit quelque chose en toi, tu devrais essayer d'aller dans un club, donc au Standard ou dans les grandes équipes, Anderlecht, Genk. Mais moi, je connais personne en fait. Et c'est de là aussi j'ai connu mon agent, qui était le prof dans l'école où j'étais. On partait à gauche, à droite, mais tu sais très bien comment ça se passe. Quand tu viens de la rue et que tu n'as pas une expérience de club, c'est dur qu'un club t'accepte. Donc tu vas dans les clubs, peut-être tu es même meilleur que celui qui joue à ton poste, mais on va dire, on va te rappeler, c'est pas assez. Et donc c'est parti comme ça. Et donc j'étais parti au Standard, et au début il me disait non, c'était pas bon, c'était pas assez. Et donc je suis parti, il y a eu un tournoi, et c'était Donofrio, Dominique, paix à son âme. C'était le tournoi, c'était un tournoi à Blény. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait des gros tournois là-bas. Au Crève. Voilà, au Crève. Il y avait un grand tournoi là. Et il m'a dit, ok, viens, et tu fais le tournoi et ensuite on va voir. Et j'ai terminé meilleur buteur. T'avais quel âge là? J'avais, je pense, 13-14 ans. Et c'est de là que c'est parti, ils m'ont pris. Et donc j'ai fait 14-16 ans, j'ai fait au Standard. Et ensuite, j'entendais de l'autre côté, dans le Limbourg, il y avait Faris Haroun, Logan Bailly, Steven Defour, Pocognoli. Et moi, je voyais Logan Bailly, Pocognoli, c'était des Liégeois. Et je voyais que ils jouaient, ils avaient 17 ans, 18 ans, ils jouaient en équipe première et tout. Et quand je regardais du côté Standard, je dis ah ouais, il y a un trafic quand même. Tu vois, il y avait, à cette époque, il y avait les Marouin, les Mbokani, Jovanovic, tous ces joueurs-là, tous ces grands joueurs-là. Et toi, tu te regardes, tu te dis bon, ça va être compliqué de jouer, ça va prendre du temps. Alors que je me dis, le Limbourg, Genk, ils donnent la chance aux jeunes. Et donc, c'est là que je me suis dit, je vais partir. Et ils me voulaient en plus. Et donc, je suis parti. J'ai fait 16-18. J'ai fait 16-18 ans. Et c'est là dont j'ai fait mes débuts. J'avais 17 ans. J'ai fait mes débuts avec Genk en équipe première. Et donc, c'était un choix judicieux, tu vois, c'était un bon choix. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dominique Donofrio, il me rappelle, il me dit, mais Christian, nous, on l'a à travers la gorge parce que tu es un Liégeois, au final. Tu es un Liégeois et tu t'exposes dans un autre club qui n'est pas le tien et ton identité, elle est liégeoise. Donc, il m'a un peu pris par les sentiments et donc moi je lui ai dit mais écoute, moi ici je joue, j'ai un respect, j'ai une considération alors qu'au Standard ça va être plus difficile de jouer. Et donc il a réussi à me convaincre et c'est de là que je suis retourné. Je suis rentré au Standard, et donc Standard c'était 18-20 ans et je suis rentré au Standard et j'ai joué. J'ai joué et ça s'est pas passé forcément comme je voulais que ça se passe. Parce que j'ai jamais vraiment dit, je peux pas dire que j'ai percé comme j'ai pu le faire à Genk. Tu vois, j'ai joué, j'ai marqué un but important pour le titre, la deuxième année du titre et tout. Mais je peux pas dire que je me suis imposé comme je voulais m'imposer dans le club de ta vie, tu vois. Je suis reparti 20, 22 ans. Et là, ça s'est vraiment passé. Là, je me suis vraiment établi, imposé. Mais entre-temps, j'ai eu des prêts, Malines. T'as galéré toi quand même. Tu vois, je suis passé, j'ai eu vraiment des obstacles, mais vraiment 20-22, c'était vraiment la confirmation pour moi dans le championnat belge avant de partir. Juste une parenthèse, en parlant de la formation Genk et Standard, quelle est la différence pour toi entre Genk et Standard comme par rapport à la formation? Moi je pense que à mon époque, je parle bien sûr à mon époque, maintenant bien sûr ça a changé, mais à mon époque, du moment qu'on voit que tu es apte à jouer, et que tu maîtrises et que tu sais, tu as une compréhension du football, à Genk, ils vont te mettre plus facilement dans le bain. Au Standard, ils étaient un peu plus réticents, dû peut-être à la pression, aux attentes des supporters et aussi, en tant que la direction, c'est dur de se dire, bon, on va mettre un jeune de 16 ans, même s'il est prêt, hein, mais si ça ne se passe pas bien, c'est aussi peut-être pour se protéger ou pour protéger le jeune. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à Genk, la politique, c'était ça, c'était de former pour pouvoir te lancer dans le grand bain. Alors qu'au Standard, à mon époque, tu achetais déjà des grands. Je me rappelle, à mon époque, il y avait Axel, je pense si je ne me trompe pas, c'est Axel ou Régis qui ont commencé les premiers. Axel, Régis et Mehdi, il y avait aussi Mehdi. Et Yanis Papasarantis aussi. Voilà, donc c'était à l'époque du Standard, c'était vraiment
un truc qui était vraiment Fermé comme ça. fermé, mais quand tu réussissais, c'était phénoménal. Un jeune. Tu as eu beaucoup de downs. Quels ont été pour toi les downs vraiment de ta carrière et comment tu as fait pour te relever de tes downs hein? Bon, je vais dire deux qui me viennent comme ça à l'esprit. Le premier, c'était j'étais au Standard. Le dernier jour, ou peut-être c'était 2 jours avant la fermeture du Mercato. On me dit, Christian, tu dois partir à Malines. Tu dois partir à Malines parce que tu te rappelles de Nang, pardon. Nyong, l'attaquant. L'attaquant de Ouais, Malines. ouais, ouais. Et on me dit, tu dois partir. Alois Nang. Ouais, Alois, voilà. Tu dois partir parce qu'on va le faire venir. Parce que c'est un attaquant confirmé, plus d'expérience. Moi, je suis jeune. Et on me dit les papiers, tout ça, et tu dois signer. Parce que si tu ne signes pas, tu vas bloquer la transaction. Donc, tu dois signer. Et donc, je n'avais pas le choix. Ouais, je suis obligé. Sinon, tu ne vas pas jouer. Donc, ça ne sert à rien. Tu es jeune. Tu dois signer. Et c'est de là que la première fois où j'ai eu un déclic, je me suis dit, en fait, le foot, c'est un business. Le foot, c'est un business. Peut-être c'est cru de penser comme ça, mais tu dois penser à ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'étais naïf. Transition, je joue dans la rue. J'arrive dans le monde du foot. J'arrive au Standard de Liège, qui est, à cette époque-là, peut-être le plus grand club de Belgique. Et tu ne vois pas toutes ces choses-là. Toi, tu es sincère, tu es honnête. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, en fait, c'est un business. Et c'est de là que ça m'a un peu forgé et de me dire, tu dois faire ce que toi, tu veux faire. Et tu dois bien sûr te focaliser sur le terrain, mais sur ton contrat, sur les conditions que tu mets dans ton contrat pour te protéger, parce que tu n'es jamais à l'abri d'une surprise, tu vois. Mais comment tu vis ça en fait? Tu vois, tu es jeune et on te dit que tu dois aller là-bas. Tu m'as dit que tu étais dans la chambre. Tu étais comment à ce moment-là, tu vois? Et puis le premier jour, quand tu arrives à Malines, tu arrives comment, tu vois? Tu es perdu. Déjà, tu es perdu parce que on te dit de faire quelque chose. Donc, ce n'est même pas toi qui décide de... Toi, on t'enlève ta liberté. On t'enlève le droit de parler, on t'enlève le droit de choisir. Et j'arrive à Malines, c'est un club néerlandophone. Je ne parle pas néerlandais et c'est dur, tu vois. Je suis tout seul, mais j'ai eu la chance d'avoir un bon équipier, un très bon équipier. Et aussi, je le salue, Joachim Mununga. Il m'a vraiment aidé. Qui est assistant coach au Cameroun. Voilà. Il m'a vraiment aidé parce qu'il parlait français et néerlandais. Il parlait français et néerlandais, c'est un Congolais comme moi, même culture. Donc, il m'a vraiment aidé dans le sens de m'adapter et comprendre aussi la mentalité wallonne et la mentalité néerlandophone, elle est différente. Et pour toi, c'est quoi la différence? C'est comment? Il y a cette rigueur, cette discipline, c'est que nous, les Wallons, on peut prendre plus le foot à la rigolade. On s'amuse, je t'ai mis un petit pont, j'ai marqué, reprise de vol, j'ai fait ceci. C'est plus rigolade. Mais là-bas, c'est le travail. Là-bas, on ne va pas mettre en valeur le fait que tu aies mis un petit pont, le fait que tu aies fait un beau truc. On va plus mettre en valeur le fait que tu viens tous les jours, tu es pro, tu travailles sur le terrain. Pendant le temps que tu es sur le terrain, tu te donnes à fond. C'est ça qu'on va mettre en valeur. Et j'ai aussi eu des problèmes par rapport à ça parce que j'étais un peu nonchalant. J'étais un peu relax par ma personne. Et c'est là, Joachim, c'était avec Marc Bresse, qui est aussi l'entraîneur du Cameroun, qui me disait tu dois être plus... Mais déjà, Bologna, à l'époque du Standard, il me disait déjà ça. Il me disait mais à cet âge-là, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'au final, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Je dis, il me parle de quoi lui? C'est de l'amusement, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là que tu comprends qu'avec ce qui s'est passé quand je dois signer, que tu dois passer de passion, divertissement à métier, travail. Et le deuxième point, et je pense, le premier point, j'étais un peu jeune et c'était une transition. Donc, je n'étais pas vraiment peut-être conscient à 100% de ce qui se passait. Mais le deuxième point, celui-là, c'est vraiment... Après, il y a les séquelles parce qu'il y a la cicatrice. Mais c'est mon tendon, rupture du tendon. Avant l'équipe 2014. Avant la Coupe du Monde au Brésil. Et ça, c'était vraiment un moment super dur parce que j'ai charbonné les hauts et les bas. J'arrive à Courtrai en prêt. Je fais une bonne saison. Je mérite mon appel en équipe nationale avec Georges Lekens. Et puis de là, tu vois, je suis attaquant considéré. Il y a moi. Il y a Romelu, tu vois, des fois c'est moi, des fois c'est lui. Tout dépend un peu de la forme. Mais voilà, je suis l'attaquant numéro 1, voire numéro 2. Genk, une bonne saison ou 2 bonnes saisons. Aston Villa, ça se passe bien. Là, je suis vraiment à mon prime. Je suis vraiment
le numéro 1 en Belgique. Ouais. L'attaquant numéro 9, là. Tu Ouais, vois, tu as ouais, le ouais. numéro 9. C'est ce C'est que toi. tu as, Voilà. Benteke. Voilà, Ouais. c'est moi. Et donc, je vais dans... Et ça se passe bien à Aston Villa, je marque mes buts et tout, je me prépare. Et je me dis, waouh, le gamin là qui était à Liège, dans les rues, tout ça, il va bientôt partir au Brésil. Et Brésil, c'est symbolique. C'est Tu vois, Joga Bonito, voilà, c'est la tout ce qu'on rue, voit, c'est tout ce qu'on... Ouais. C'est R9, Ouais. c'est Ronaldinho. c'est Ronaldinho, Ouais. c'est même truc. C'est même Adriano, Ouais, tous ces joueurs-là, ouais. Rivaldo, C'est tout tout ça, ce qu'on Roberto a. Carlos, les pubs Nike. Tu as tellement de souvenirs que tu es Ouais. lié avec ce pays-là. Et je me rappellerai toujours avril 2014. Je me blesse tout seul à l'entraînement, à Aston Villa. Entraînement, on me lance en profondeur et je dribble le gardien. Le goal, il est vide, je veux faire une passe et j'entends comme si quelqu'un me tire dessus. J'entends paf. Je dis waouh. Et moi, mon premier réflexe, je me dis, c'est impossible que le gardien puisse s'être levé si vite et me tacler. Parce que moi, mon premier truc, c'est ça, je me dis, il m'a taclé. Mais je me dis, c'est pas possible parce que je l'ai dribblé, il est tombé et je veux juste faire une passe. Je me dis, comment il a fait ça? Et je veux me lever et regarder. Je me dis, mais c'est pas possible. Boum, je retombe. Je dis, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Et puis tout le monde court et tout. Les médecins, ils arrivent, ils disent, non, bouge pas et tout. Et le doc, il veut pas me dire. Le doc, il veut pas me dire parce qu'il sait que 2 mois après, il y a la Coupe du Monde. Et puis je dis, doc, pourquoi je suis tombé? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, non, on va voir et tout, on n'est pas sûr et tout. Mais il savait parce qu'il a déjà vu des ruptures de tendon d'Achille. Et il ne veut pas me dire et tout. Et il me dit quoi? Il me dit, donc après diagnostic et tout, il me dit, Christian, rupture du tendon d'Achille, 6 à 7 mois. Je dis, comment ça, 6 à 7 mois? Vous me parlez de quoi vous? Moi, il y a la Coupe du Monde là bientôt. Je dois aller au Brésil. Moi, je dois aller au Brésil, vous me parlez de quoi? La première chose, bon, avant tout ce qui s'est passé et tout, dès que je me blesse, je dis à ma mère, je dis, maman, pourquoi moi? Je ne fais pas de mal à quelqu'un, je suis croyant, je prie, tout ça. Pourquoi moi? Tu vois, le bon Dieu sait que, voilà, ça c'était vraiment encore une étape pour pouvoir me mettre en valeur aux yeux du monde. Et je dis, pourquoi moi? Et c'est ça qui m'a attristé. Ma mère, elle a dit, tu ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Tu vois, il faut garder la foi, continue à prier, continue à être la personne que tu es et tu auras des bonnes choses, tu auras des grandes choses, crois-moi. Au début, je ne comprends pas ça. Je dis, bon, c'est le discours de la maman. Tu connais les mamans, c'est celles un peu qui nous protègent et qui nous bénissent ici sur Terre. Donc, je fais ma rééducation un peu en Belgique. Je repars à Aston Villa pour terminer la rééducation. Je fais mon opération en Belgique avec le docteur Declercq de l'équipe nationale. Ça se passe bien, une bonne opération, une bonne rééducation, mais c'est dur. C'est dur parce que c'est la première fois que tu es privé de faire ce que tu aimes le plus, jouer au foot. Donc, il y a la Coupe du Monde, je vois les coéquipiers, je vois les autres qui marquent. Et la Coupe du Monde, c'est pour ça que je crois vraiment, pas si on peut dire ça comme ça, le malheur d'un fait le bonheur de l'autre. C'est que c'est là que Divock, ça a permis aussi de faire sa carrière. En parlant de ta blessure, etc., donc comment tu vis ça pendant le moment de la rééducation? Quelles sont les pensées que tu as, les downs? Comment tu vis la rééducation? Explique-nous un peu comment ça se passe. La rééducation, là, c'est un moment où tu te retrouves, c'est toi contre toi. C'est-à-dire, du moment que tu fais l'opération, et je voulais juste, en fait, mon souhait, c'était que l'opération se passe bien. Du moment que l'opération se passe bien, le reste, c'est moi. C'est moi et mon corps, comment mon corps réagit. Quels ont été les moments durs, vraiment, off caméra, que tu dis vraiment là, à ce moment-là, c'était... Tu es là à la maison et tu te sens... En fait, tu sens que tu vis plus, en fait. Ta vie n'a plus de sens. Bon, certaines personnes qui vont regarder ça, ils vont dire, mais vous parlez de quoi? C'est que du foot. Mais nous, en tant que joueurs de foot, tu vois, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Et c'est pas pour minimiser ce qui se passe dans la vie réelle, mais c'est purement un joueur de foot qui parle. Tu dis, mais quel sens maintenant ma vie elle aura? Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je vais revenir au niveau? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais trouver si ça ne se passe pas bien à Aston Villa, quel club me voudra encore? Parce que tu es jeune, tu te poses toutes ces questions-là. Et c'est vraiment dur parce que tu ne dois rien faire. Tu dois rester à la maison, tu vois. Et je me rappelle encore, j'étais opération, donc je suis encore en béquille et je vois les gens jouer. Je regarde là chez moi, chez mes parents. T'arrivais à voir les gens jouer? Ouais. T'arrivais à les... Ouais, je regardais parce que c'est la Coupe du Monde. Tu regardes. Je suis blessé, je suis avec mes béquilles et tout, mais je regarde. Et tu regardes comment?
tu regardes, je ne vais pas mentir, tu regardes avec on va dire, un goût amer. Le goût amer, c'est que tu te dis, j'aurais dû être là. Pas que tu leur souhaites du mal ou quoi que ce soit, mais j'aurais dû être là. Tu te dis, lui, par exemple, il est là, il gagne le match, ou il marque, tu dis, peut-être ça aurait pu être toi. Hein. Et tu regardes ça avec un goût amer. Mais, encore une fois, ça revient, toi, ton état d'esprit. Qu'est-ce que tu te dis maintenant? Tu restes comme ça, ou tu te dis, bon, il faut que je revienne et que je fasse ce que je sais faire le mieux, c'est de jouer au foot. Et donc, juste pour terminer, donc ma rééducation se passe, je refais ma saison à Aston Villa. Et qu'est-ce qui se passe? 2015, fin de saison, je signe à Liverpool. On va parler de ça. Continue, parce que j'ai une question que… Je signe à Liverpool. Et avant de signer, quand mon agent me dit « Ouais, Liverpool et tout, ils sont intéressés », Brendan Rodgers, c'est Brendan Rodgers l'entraîneur. Et cette année-là, il termine, je pense, deuxième, parce que c'est l'année où Gérard il glisse. Et Dembaba, je pense, il marque le goal. Ouais. J'ai un flashback. Donc, t'imagines, hein, le même Christian qui est blessé, je suis avec mes béquilles, je suis chez mes parents. L'année avant, je regarde mes coéquipiers Coupe du Monde et tout. L'année après, Brendan… Parce que moi, je ne minimise pas le truc, c'est une personnalité, c'est Brendan Rodgers, l'entraîneur de Liverpool. Il est chez moi, il s'est déplacé, il est chez moi, il est dans mon salon. Christian, 2014 en béquille, Christian, 2015, Brendan Rodgers, il se déplace personnellement pour me dire, voilà, le projet, on est intéressé. Quand tu étais blessé, il est venu? Non, là, j'ai guéri. J'ai fait ma saison. 2015. Ouais, 2015. La saison suivante, parce que je signe à Liverpool en 2015. Oui, en 2015. Et juste avant ça, il vient, parce que moi, après ce qui s'est passé avec tu dois signer dans la chambre, tu dois partir, j'ai dit, comme à mon agent, dorénavant, peu importe où je pars, je dois parler avec l'entraîneur, sinon je ne signe pas. Je dois parler avec l'entraîneur, on doit se regarder dans les yeux, on doit être sincère. Comme ça, il n'y a pas de malentendu après. J'ai un flashback, je regarde ma mère et je dis, waouh, elle avait raison. Et elle avait raison. Elle m'avait dit, ne perds pas courage, garde ta foi, continue, ça va aller. Et là, je vois, je vais signer à Liverpool. Et comment ça se passe la signature à Liverpool? Ça se passe que voilà, je suis avec Brendan. Il m'explique un peu comment il me voit et tout. Et moi directement avec mon agent, avec Ismaël, je dis on y va, tu vois. On y va. C'est un grand club, Liverpool. C'est un grand club. Et c'est là aussi, je passe une autre étape de ma carrière. Je suis à Aston Villa. Aston Villa, tu joues des matchs. Tu gagnes contre Manchester United. C'est un truc qui est exceptionnel. Tu perds. Mais il y a la manière, on va dire, c'est pas grave. Mais là, je suis dans un club, dans une équipe où je dois gagner. Gagner contre Manchester, gagner contre Arsenal, gagner contre Chelsea, ça doit être normal. C'est pas quelque chose de waouh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un autre monde. Niveau pression, niveau attente, c'est vraiment complètement différent. Au début, ça se passe, je marque dans mes débuts. Et tu vois, je joue, ça se passe pas trop mal. Brendan Rodgers, il est viré. Brendan Rodgers, il est viré. Qui vient Klopp. Klopp, il arrive. En parlant de ça, après tu vas finir. Je me rappelle qu'on a parlé une fois de ça. Tu dis, mais le foot, c'est bizarre. Et puis tu vas rebondir. Tu m'avais dit, Klopp, il me voulait à Dortmund. Exactement. Et puis, toi, tu es à Liverpool. Tu signes, Klopp, il vient. Dans ta tête, tu te dis, c'est parfait. C'est parfait. Donc quand il arrive, je me dis, ah ouais, trop bien. Il va vraiment tirer le meilleur de moi-même et je vais vraiment me confirmer et passer à une étape supérieure, un palier supérieur dans ma carrière. Et finalement, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il arrive sous pression. Il me parle, il me dit, Christian, je sais que ça va paraître bizarre pour toi et tout. Le Christian que je voulais, la façon comment je voulais jouer, parce que c'était beaucoup de centres. De centre, quand il était à Dortmund, c'est ce qu'il voulait. Il voulait un attaquant imposant. Tigerman. Voilà. Ouais. Parce qu'il avait eu Lewandowski. Et ça, je trouve aussi, on t'a trop mis dans une box parce que tu es plus que ça. Mais c'est ça que je te dis. Les gens, quand ils ont une idée, parce que le foot, c'est sport d'opinion. Du moment qu'on te met dans une case, tout ce que tu vas faire en plus, on va quand même dire, ouais, mais lui, c'est ça. Et donc, il arrive avec des autres objectifs et une autre philosophie de foot. Il veut des attaquants qui sont plus petits, plus mobiles, plus rapides, tu vois. Et c'est frustrant, tu vois, ça me fait mal parce que je me dis, c'est Liverpool, tu veux vraiment tout réussir, tu veux réussir et tout.
Et après, j'ai le flashback là de me dire, c'est le business. Ouais. C'est comme ça, tu dois t'y faire. C'est pas garanti, c'est la même personne là, que Ouais, j'ai ouais, rencontrée ouais, quelques années avant qui me dit, je suis intéressé et tout. C'est la même personne qui me dit, bon, ça va être difficile pour toi. Je t'aime bien, tu es une bonne personne, mais ça va être difficile Mais pour même toi. si c'est le business, toi, tu as eu ton expérience à Malines, tu te dis, c'est le business. Comment tu le vis? Tu vois T'as ce que je veux toujours dire? t'as un pincement, ça fait quand même mal. C'est encore une nouvelle claque. Une nouvelle claque, c'est une nouvelle leçon. Et ouais, après, je me dis quoi, je vais pas partir. Et là, on peut parler de tout. On peut parler de tout, vas-y. Donc, je suis à Liverpool et j'ai signé, je pense, 4 ans et demi. J'ai signé 4 ans et demi, je me dis, et tu connais un peu notre mentalité de, tu vois, fierté, de ne pas baisser les bras. Je me dis, je ne peux pas partir après un an. Je ne peux pas partir après un an et c'est pas possible, tu vois. Mon ego, ma fierté me font dire que ça serait un échec. Tu vois, de partir comme ça, comme un voleur. Ouais. Maintenant, je me dis, Christian, tu as deux choix. Soit tu acceptes cette situation, ou soit tu essaies de faire ton possible pour essayer de changer la donne. Et me connaissant, tu sais, je suis parti de la deuxième option. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais me donner et tout, et je vais montrer que je suis là, tu vois. Ouais. Et donc, je dis à mon agent et tout, on ne bouge pas. On va continuer et tout. Et donc, je travaille et tout. De temps en temps, je joue pas, mais je suis là, je ne lâche pas. Janvier 2016, tu sais, il y a les mercato hivernal. Mon agent me dit, Chris, je sais que tu viens d'arriver à Liverpool, je sais que tu as envie de te battre, je sais que voilà, je te connais. Mais je me dois de te dire. Ouais. Comme ça, un jour, tu ne peux pas me dire que je Je t'ai t'ai pas dit. Parce que ça, c'est une une somme énorme. Ouais. Je me dois de te dire ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Chine. 8 à 10 millions. Premier réflexe, qu'est-ce que je dis? Non. Non. J'ai même pas essayé de... Non, parce que je suis dans mon truc, Ouais, t'es dans je suis ton... Liverpool, mon ego, ma fierté, je dois réussir. Non. Directement, je dis non. Et puis, il vient me dire, Christian, 8-10 millions, ça peut être beaucoup, c'est beaucoup. Ça t'aide toi, ta famille, tes amis, génération. Je dis, ouais, je réfléchis un peu. Je réfléchis. J'en parle avec mes parents, j'en parle avec mon frère et ma soeur, plus avec tu vois, mon père, ma mère et mon frère. Même eux, réticents. Non, Christian, t'es trop jeune, t'es à ton prime, t'as le temps. Si ça vient maintenant, ça viendra après, t'as le temps. Ne te focalise pas sur l'argent et tout. Et Mais tu vois, par exemple, juste, parce que les gens, ils aiment bien dire, te focalise pas sur l'argent. C'est pas se focaliser sur l'argent. Comme on revient, c'est un business. Au final, on est des produits. Le foot, c'est une grande entreprise. Et on est des produits. Toi, tu as un produit, tu as une valeur marchande. Moi, je suis un produit, j'ai une valeur marchande. Mais au final, c'est un business. Il y en a qui jouent pour la gloire, il y en a qui jouent par passion, et il y en a qui jouent pour l'argent. Et est-ce qu'on ne doit pas respecter un joueur qui joue au foot pour de l'argent? Je ne dis pas ce qu'il faut faire. Soit. Donc, je parle avec mes parents, tout ça, ils me disent non, tu es trop jeune pour aller en Chine. Et à ce moment-là, la Chine, c'est... Je pense qu'il y a... Oscar va là-bas. Voilà. Oscar, il a fait 8 ans, j'ai vu, il vient Ouais, juste de partir là-bas. Tevez. Tevez. Il y avait les, Hulk, il y avait les, je pense, juste avant les Drogba, Anelka, je pense. Et donc, je parle avec mes parents me disent non, t'es jeune et tout, etc. Donc, je refuse l'offre. Janvier jusqu'à mai, fin mai, là, quand le championnat se termine. Donc, je continue à me battre, je continue à vouloir essayer de gagner ma place. Et ça, c'est aussi une réussite, tu vois, parce qu'on arrive quand même à une finale d'Europa League, qu'on perd contre Séville, mais on arrive finale d'Europa League. Et c'est quelque chose que je prends ça dans mon CV, même si j'ai perdu, mais ça reste une finale d'Europa League. Et après, donc, c'est la trêve d'été. Et donc là, je reparle avec mon agent et on revoit la situation. On dit, bon, tu sais que Klopp, il a été clair avec toi, que tu ne vas pas jouer beaucoup. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es têtu, je sais, tu veux montrer cette persévérance, mais des fois, est-ce que c'est vraiment... tu vois un mur, tu sais que le mur, tu ne peux pas le briser. Est-ce que c'est vraiment intelligent de ma part de vouloir trouver un moyen de le briser ou essayer de trouver un autre moyen de grimper ce mur et de passer ou de trouver une autre voie? Et je me suis mis à l'évidence. Crystal Palace qui arrive,
je rencontre Alain Depardieu, maintenant à Bruxelles. Il se déplace aussi, il se déplace à l'aéroport à Bruxelles. Et moi, avec mon agent, on le rencontre, on discute. Et son projet me plaît, c'est à Londres. Et c'est vraiment jouer. Je me dis, des fois, c'est ça la carrière du foot, du joueur de foot. Tu es dans un grand club, tu as deux choix. Ça ne se passe pas bien, soit tu restes par fierté, par ego, ou soit tu acceptes de descendre d'un palier. Et de jouer, de reprendre du plaisir et de peut-être de repartir par après. Et donc voilà ce qui s'est passé. Le Christian de maintenant, tu as l'offre de la Chine en décembre, qu'est-ce que tu fais? Non. Et tu ne le fais pas? Non, tu refais le même choix? Je refais le même choix, ouais. Ok. Je refais le même choix. Je refais le même choix parce que même si l'aspect financier est important, mais à cette époque-là, l'aspect gloire, symbolique d'avoir pu jouer dans ce club-là, ça n'a pas de prix. Palace, tu as joué quoi? 4-5 ans? 6 ans. 6 ans? 6 ans, je suis à Palace, ça se passe bien, et puis vers la fin, business encore. Mais à Palace, pendant les saisons, parce que tu as fait quand même des très bonnes saisons, il n'y a pas eu d'autres clubs qui voulaient te prendre? Ouais, il y avait d'autres clubs, mais après, jusqu'à Liverpool, donc mon fils, il a 1 an, 1 an et demi, c'est mon premier enfant. Donc le fait de bouger, c'est facile. Mon fils, il a 1 an, il ne va pas encore à l'école, tu vois, il est là, la maman, elle est avec lui et tout. Palace, mon fils, maintenant, il a 2 ans, 3 ans. Après, ma fille, elle arrive en 2016. Ma fille, elle arrive aussi. Donc, l'optique de bouger et de penser qu'à soi, c'est complètement différent. Donc, tu te dis, je vais partir, il y a ça, c'est intéressant. Tu regardes, tu parles avec la maman des enfants, Non. Stabilité. En fait, c'est ce que les gens ne voient pas. Ils ne se rendent pas compte, en fait, que, OK, il y a de l'argent, le football, mais il y a tellement d'enjeux ou de trucs behind the scenes qui se passent que tu ne fais pas certains choix. Et pour poursuivre et sauter sur ce que tu dis, même moi-même, quand j'étais jeune, je vois un joueur, il fait une bonne saison, il ne part pas. Mais je me dis, il est sérieux, lui? Pourquoi il ne part pas? Puis je regarde, je vois, il a enfant, femme. Je regarde, peut-être il vient de la ville d'à côté, ou soit il vient de la ville, ou soit il habite 1 heure, ou sa femme. Et moi, maintenant, je suis dans cette situation, je comprends. Mais il faut vivre ça pour comprendre. Pour comprendre que des fois, l'argent, c'est bien, mais la stabilité familiale, c'est plus important. T'imagines, tu as beaucoup d'argent et tu perds ta femme, tu perds tes enfants, tu les vois moins, à quoi bon sert? Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui jouent qu'on ne voit pas en fait. Et tu regardes aussi d'un plan de vue gestion. Mes parents, ils habitent à Liège. Londres, train, 2 heures, tu arrives déjà, tu es en Belgique. Tu vois, il y a beaucoup d'avantages pour que tes enfants puissent être dans un environnement épanoui. C'est-à-dire que les 2 parents, ils sont là, ils s'occupent des enfants. La famille aussi est là pour que les parents aussi puissent voir. Parce que c'est important ça. C'est important que tes grands-parents, les grands-parents des enfants puissent passer du temps avec eux. Tu vois. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'on ne voit pas et que les gens minimisent. Et Palace aussi, tu quittes Palace un peu bizarrement. Qu'est-ce qui se passe? Encore le foot business. Foot business, Polo, foot business, toujours ça. J'arrive. Toi, t'es une légende quand même là-bas, si on doit utiliser les termes, tu vois. Je suis là, ça se passe, je suis là. J'arrive et donc Vieira, il arrive. Patrick Vieira, il arrive. Donc il ramène Edouard, Mateta, il est déjà là. Et entre-temps, déjà avant, il y a déjà des combats. Michi, il vient en prêt, Jordan Ayew. Donc, tu vois, pendant ces 6 ans-là, il y a eu des moments, l'Euro. Tu vois, on est à l'Euro, mais t'imagines, place pour l'Euro, mais tu as ton concurrent qui est avec toi. Club, tu vois, Michi, il est avec moi, on doit se battre pour la place. Qui sera derrière Romelu? Parce que Romelu, là, il était établi, numéro 9, tu vois, il est là. Et, mais en même temps, c'est une personne que tu apprécies. On est Congolais, on a les mêmes valeurs, on se voit en dehors du foot de temps en temps. Il vient manger à la maison. Mais sur le terrain, tu vois, c'est… Concurrence. C'est chacun pour ça, tu vois. Et donc pour revenir, donc Patrick Vieira, on arrive, il est là, il m'apprécie. Il était content de me voir. Christian, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur toi. Je vois ce que tu fais en Première Ligue.
tu vois, tu cales les défenseurs et tout. Et là, maintenant, tu es de mon côté, c'est un plaisir, tu vois. Mais j'étais un peu blessé, donc ça m'a pris un peu quelques semaines avant de trucs. Mais je me dis, ah ouais, c'est bien, j'ai une bonne discussion, Ouais, ça avec va le jouer. coach et tout, c'est trop. Donc ouais. je joue, ça se passe bien, je marque mes buts et tout. Janvier, Christian, pour te dire, tu vas plus beaucoup jouer. Tu vas plus beaucoup jouer. Tu vois un peu la politique. Mateta, on a investi beaucoup sur lui. C'est un jeune. Et tu sais, c'est le monde du foot. Tu dois comment je dirais, le manager du club, celui qui achète le joueur, il doit aussi se justifier à ses patrons. Tu ne peux pas acheter un joueur, tu mets une somme et tu ne le fais pas jouer. Et en plus de ça, tu as payé un joueur d'une certaine somme et tu le fais jouer au détriment d'un joueur dont sa valeur marchande, elle rabaisse parce qu'il prend de l'âge. Donc maintenant, moi, je ne suis plus le produit Benteke à Aston Villa. Je ne suis plus le produit Benteke à Aston Villa qui vaut 32 millions de pounds. Je suis le produit Benteke qui vaut 5 millions de pounds. Avant, c'était vraiment, t'es bon, tu joues. T'es pas bon, tu joues pas. Mais là, t'es bon ou t'es pas bon, tu vas jouer parce que tu vas nous rapporter plus de droits de télé. Les gens, ils vont regarder plus le club parce que tu es un joueur de nom. Ou ta valeur marchande, elle va augmenter et puis on pourra te vendre. Donc là, c'est vraiment purement business. C'est football, mais c'est football business. Tu vois, il me fait comprendre, en gros, je dois faire jouer les jeunes. Ouais. Toi, tu as 31 ans, 30 ans. Toi, ta valeur marchande, elle abaisse. Je dois faire jouer les jeunes parce qu'eux, ils vont plus nous rapporter. Et en plus, on parle d'attaquant, on ne parle pas de défenseur. Un attaquant jeune qui marque, c'est complètement différent qu'un défenseur qui joue bien. Donc j'arrive quand même à jouer un peu, mais c'est du moment qu'ils ont pris leur décision, c'est une décision qui a été prise. Et je vois maintenant que le club maintenant veut me faire réagir. Parce que c'est difficile de mettre à côté un joueur, il est pro, tu vois, il réagit pas, il fait son travail. C'est dur parce que tu vas le reprocher quoi. Tu dois être un requin parce que c'est le monde dans lequel on est. Tu dois montrer tes dents quand il le faut. Et moi, comment montrer ses dents tout en, tu vois, en ne pas dépassant la limite? Je ne vais pas faire semblant. Tu sais ce que tu m'as fait et je vais te respecter en tant que personne, en tant qu'humain. Mais en tant qu'entraîneur, en tant que choix, non. Et donc, je vais venir, bonjour, je vais faire mon entraînement parce qu'au final, tu es mon boss par rapport à mon travail. Mais il n'y aura pas une relation humaine en tant que joueur-entraîneur. Non, je vais faire ce que tu me dis de faire, mais je ne vais pas faire semblant. Tu vois, je ne vais pas mentir pour un truc qui n'est pas vrai en fait. Et c'est comme ça que je me suis renfermé sur moi et je me suis dit, vas-y, concentre-toi, ne leur donne pas un motif pour lequel un jour ils peuvent venir te trouver et dire « Ah oui, regarde, tu as réagi comme ça ». Et qu'est-ce qui se passe avant de partir, donc janvier jusqu'à fin de saison, ça se passe pas comme ça doit se passer, je joue moins. Wayne Rooney, il m'appelle. Mon agent me dit DC United, intéressé, Wayne Rooney. Et moi, Wayne, c'est une légende. J'ai joué contre lui. Attaquant, légende. Et je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Et je discute avec lui au téléphone. Voilà, Christian et tout. Je vois un peu ce que Palace te font. Ils te font moins jouer. Et je ne comprends pas, etc. et tout. Moi, je suis ici, ça te dirait de venir, un nouveau challenge et tout. Moi, je dis tout de suite. En plus, toi, tu as toujours aimé les États-Unis et tout. Voilà. Tout de suite, quand je dis tout de suite, je réfléchis quand même 1 ou 2 jours. Et je dis rien à mes parents, cette fois-ci. Pas de concertation, rien du tout. Je dis rien du tout. Là, maintenant, je me dis, regarde Christian, tout ce que les gens t'ont fait et tout, etc. Choisis quelque chose que tu veux faire. Je réfléchis et tout, je vois les pour et les contre et tout. Et je décide d'aller. Parce que c'est un choix qui m'était personnel, tu vois, sur le moment. Et j'ai quand même une petite victoire. Une petite victoire dans le sens parce que quand j'étais à Palace, j'ai re-signé. Et j'étais invité chez Steve Parish. Et donc, j'avais quand même une bonne relation avec lui. Même si je n'ai pas été traité à ma juste valeur à la fin, mais j'avais une bonne relation avec lui. Et je reçois quand même un message.
Il m'a dit franchement, tu es un gentleman, tu as réagi d'une manière professionnelle, humainement, tu es une bonne personne, etc., etc. Et ça m'a quand même donné un réconfort dans le sens de me dire, il y a quand même encore ce côté Ouais, humain dans le foot. ouais. Non, il reste un peu des côtés humains. Bon, parlant d'humain, là, on va passer à la deuxième partie, donc on va y aller, ça va? Peace, peace, peace. Tous mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Viens crier family energy, family, family energy, family energy, family, family energy. Bon, là, on va aborder la deuxième partie. Là, on va plus parler de l'humain derrière le footballeur, Christian Benteke. Et il y a une vidéo que j'aimerais bien te faire partager et puis tu vas me dire un peu plus. Ah, ça c'est la meilleure décision que j'ai pu faire dans ma vie. Ok. C'est me baptiser. Je pense que en tant que croyant, le baptême c'est quelque chose de symbolique. Notre Seigneur il nous a commandé de se baptiser. Et je pense que dans le monde du foot, on est beaucoup exposé. On est exposé à beaucoup de choses. Argent, tentation, dépression, gloire dans le monde du foot. Et je pense qu'il faut quand même spirituellement s'accrocher à quelque chose justement pour rester les pieds sur terre, rester vraiment concentré sur son travail. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais que la carrière d'un joueur de foot, elle est de quoi? Si ça se passe bien, 10, 15 ans. Et 10, 15 ans dans une vie, c'est rien quand tu compares à une personne qui travaille tous les jours. Et on est vraiment exposé. On est exposé parce que, on le sait aussi, on ne vit pas dans une vie réelle. Et le fait d'avoir une foi ferme, une croyance, ben, ça te permet de faire justement cette distinction, de se dire, ok, je sais les privilèges que j'ai d'être un joueur de foot, mais je sais aussi que ce n'est pas ça le monde réel. Et il y a des choses qui sont encore plus grandes et plus importantes que ce que le monde du foot m'offre. Et on parle de up and down. Et comment ta foi t'a aidé dans tes downs? Tu vois, on a beaucoup parlé de tes blessures et tes transferts, etc. Comment un peu ça t'a aidé? Comment tu allies la foi et le sport, on va dire? C'est quelque chose que, par moments, ça peut être dur. Dans le sens, quand tout se passe bien, c'est facile de prier, c'est facile de remercier son Seigneur, c'est facile de lire sa Bible, de vraiment être encouragé, de se fortifier dans ta marche, dans ta foi spirituelle. Mais quand c'est dur, c'est là le plus important. Et moi, souvent, et je ne me cache pas, j'ai eu des moments aussi de baisse de foi quand ça ne se passe pas bien, parce que tu remets ton créateur en question. Pourquoi moi? Pourquoi ça ne se passe pas comme je veux? Je suis honnête. Pourquoi je ne marque pas des buts? Pourquoi je n'obtiens pas le transfert que je veux, l'argent que je veux? Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en fait. Et je pense qu'il faut voir les choses d'un état d'esprit ou d'un plan de vue, toujours être reconnaissant. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Comme je dis, prier et se dire croyant quand les choses ne vont pas de ton sens, c'est pas facile, hein. Mais c'est ça, c'est là où tu dois justement persévérer. Il y a une autre photo que j'aimerais partager avec toi. Cette photo-là, qu'est-ce que ça te rappelle et qu'est-ce que tu dirais à ce Christian-là? Waouh. Ah, ça c'est la bonne époque à l'académie, hein. Là, franchement, je vois cette photo-là, je vois des jeunes qui sont passionnés, qui veulent juste s'amuser, prendre du plaisir. Là, je vois Michi, Régie, Eliakim, et mon petit frère. Même, comment il s'appelle encore lui? Junior Edmilson. Non, ouais, Junior Emilson et... Allez, j'ai oublié. Mais... C'est Joris. Ah ouais, Joris. Ouais, et franchement, on était vraiment des jeunes qui rêvaient
juste de jouer au foot, juste vraiment de prendre du plaisir, parce que c'était vraiment un moyen pour nous de s'évader. C'est une belle image parce qu'il y en a qui ont réussi et il y en a d'autres malheureusement qui n'ont pas pu réussir aussi. Et ça prouve que le foot c'est un sport mondial donné à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui réussit. Et le plus dur, c'est qu'il faut accepter que des fois c'est pas ta destinée. Tu vois, nous on est des croyants et on croit que tout le monde a un don. Et nous on a eu le don de jouer au foot. Mais d'autres c'est un don d'être un agent. C'est un don d'être un entraîneur. Et c'est dur de l'accepter. Et j'aimerais terminer sur, il y a un gamin qui va regarder cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Je dirais aux jeunes qui regarderont cette émission, c'est vraiment de croire en eux-mêmes, parce que ça commence avec ça. On peut les soutenir, que ce soit les parents, frères et sœurs, la famille, les amis, mais ça commence par eux-mêmes. Ils doivent se donner les moyens de faire ce qu'ils veulent faire. Et ce n'est pas seulement dans le foot, c'est juste dans la vie en général. Je n'essaie pas de faire l'ancien, mais... Mais t'es quand même un ancien, donc t'es crédible dans ce que tu dis. Non, ouais, mais je pense que c'est vraiment d'avoir, je reviens de là-dessus, une vision, de savoir ce qu'ils veulent faire. Et vraiment d'y croire et de foncer. Parce que c'est, comme on dit, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et quand l'échec est juste un moyen d'acquérir plus d'expérience et de rebondir et surtout ne plus commettre ce que tu as commis. Si, comme on dit, si tu ne tires pas, ben, tu ne sais pas si tu vas marquer. Mais tire, essaye.